Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur les plateaux de l'Express TV. Nous invitons aujourd'hui pour vous un militant qui a milité pendant plus de 40 ans pour la reprise des relations maroco-israéliennes. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Simon Skira. Bonjour M. Skira. Bonjour madame. Vous êtes nommé l'homme de l'année pour vos efforts dans la diplomatie parallèle, notamment pour les relations maroco-israéliennes. Parlez-nous un peu du parcours qui vous a valu cette nomination. Le parcours est simple et beau parce que d'abord je suis né au Maroc et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 15 ans. Casablanca, Fès, Marrakech, toutes les grandes villes. D'ailleurs, mon père est de Marrakech, ma mère est de Beni Mellal, mon frère de Fès et moi de Casablanca. Et je peux dire une chose importante, c'est que mon père, qui était dans les céréales, c'est lui qui nous a fait voyager dans ce beau monde, et que ça a été une très bonne école pour donner au Maroc le plus possible. C'était sa façon de faire. Il ne le disait pas, mais il le faisait sur le terrain. Et il vendait des céréales marocains aux Américains. Et j'allais avec lui à Kenitra voir les bateaux embarqués, les remplir de blé marocain. Il me disait, voilà, ils vont aller en Amérique. C'était en 1960, 58. Et j'avais entre 6 et 8 ans, mais je comprenais tout, je voyais tout. Et ces relations avec le Maroc, et le Maroc aussi festif, chez nous à la maison, il y avait toujours 30 personnes, un orchestre tous les week-ends pour la Dafina juive et pour le dimanche aussi. Il y avait toujours des personnalités. Moi, je crois que mon éducation, je l'ai reçue, à part l'école, je l'ai reçue des écoles françaises, des écoles. Et dans le temps, il n'y avait pas des écoles privées, c'était des écoles publiques, françaises, marocaines, etc. De toute façon, j'ai commencé, moi, à respirer après l'indépendance du Maroc, à 5 ans, après 1956. Donc, j'ai grandi dans cette ambiance spéciale qui régnait d'avoir un pays et de le grandir. Et donc, ce parcours-là de diplomatie parallèle, il a commencé parce que à l'âge de 15 ans, je me suis retrouvé en Israël, c'était en 1967, et j'ai été obligé de quitter mon Maroc à cause des animosités qu'il y a eu de la part des pays arabes qui ont foutu leur nez au Maroc. Et donc, nous avions quitté, 50 000 Juifs ont quitté en 1967. Donc, je fais partie. Mais bon, ma famille a été un peu spéciale dans son parcours parce qu'on a été en Israël où nous avions déjà de la famille depuis les années 50. Et donc, on ne s'est pas retrouvé en France, ni au Canada, ni aux États-Unis. Et mon père ne voulait pas, voulait la famille, et il a eu raison. Donc, on s'est retrouvé en Israël. Israël des années 60, 70, 80, 90. Bref, dès mon arrivée en Israël, j'ai compris une chose, que je dois suivre à la lettre de ce qu'a dit Feu Sa Majesté Hassan II. Lorsque le Maroc perd un citoyen juif, il gagne un ambassadeur. Voilà. Donc, vous avez continué à le faire. Vous avez continué à être ambassadeur pendant toutes ces années. Pendant toutes ces années, et à chaque fois que j'ai pu et j'ai cru qu'il est bon de le faire, ben je l'ai fait. Et en 93 déjà, lorsqu'on parlait des bureaux de liaison entre le Maroc et Israël, les bureaux de liaison dans les années 90 qui ont été ouverts et qui ont été encore une fois arrêtés à cause de l'intifada en 2000. Et pendant toutes ces années, j'étais l'homme le plus heureux en Israël, sachant qu'il y a une délégation marocaine
Et je peux dire que M. Talal Roufrani, qui était le chargé d'affaires de, de ce bureau de liaison, m'a très bien connu parce que tous les 2 jours, je venais être sûr que vraiment il y a le Maroc en Israël. Et d'ailleurs, après qu'ils ont quitté, et donc j'ai fondé l'association d'amitié Israël-Maroc. Et d'ailleurs, en Israël, on croyait que c'est le Maroc qui m'envoie des fonds pour monter tout ça, alors que c'était personnel. Et j'ai monté avec des amis. Et pour la soirée inaugurale, il y a eu 1000 personnes. Et Shlomo Ben Ami, qui était originaire du Maroc, qui était ministre des Affaires étrangères, il était là. Il y avait 1000 personnes. Et en plus, on a refusé du monde. Donc, c'était beau. Et donc, on a développé des relations entre le Maroc et Israël. On n'a jamais eu de problème, ni de souci. On a été reçus au Maroc comme il faut. Et puis aussi, nous avons reçu des délégations marocaines en Israël, des médecins, des dentistes, des ingénieurs. Tout ce que nous avons envoyé au Maroc, ils sont revenus aussi en tant que Marocains. La différence était que les Marocains demandaient à ne pas publier qu'ils étaient en Israël. Alors, c'est le moment de féliciter et de bénir Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le garde, pour cette ouverture que arrêtons les jeux de cache-cache et on va faire des relations diplomatiques comme il se doit. Excusez-moi si je suis un peu ému. Non, mais je le comprends et c'est tout à votre honneur. Le Merci. Maroc, Et donc, voilà, donc on a continué toutes les années. J'ai même habité pendant 2 ans à Casablanca. J'ai refait mon passeport marocain. J'ai retrouvé mon âme marocaine. Et d'ailleurs, le caïd, je crois, il m'a dit, écoutez, le passeport que vous me présentez ici, on est en 2009 et vous me présentez un passeport de 1967. Je ne vais pas vous le prendre. Vous le gardez, il est historique et je vais vous faire un nouveau passeport. Et il m'a fait un nouveau passeport et depuis, je le renouvelle au Maroc ou ici au consulat du Maroc à Orly, qui est vraiment un service extraordinaire aussi. Et voilà, donc ça c'est la partie, voilà, pourquoi. Mais il y a aussi la partie israélienne, le pays qui m'a accueilli, qui m'a donné toutes les capacités, toutes les volontés quand j'ai voulu, après mon service militaire qui était obligatoire. Des fois, on me dit, ouais, tu es sioniste, tu as fait l'armée. Ben, j'ai fait l'armée, sinon j'aurais été en prison. Et donc, de toute façon, on reçoit des militaires au Maroc, il n'y a pas de problème. Donc, après, j'ai voulu étudier l'histoire des Juifs du Maroc pendant 4 ans et j'ai fait le management en collaboration avec l'université de Boston et j'ai fait j'ai fait aussi 3 ans d'études pour avoir une licence de français, littérature française. Et là, je vais vous faire rire parce qu'on me disait, mais qu'est-ce qu'il y a besoin de français en Israël? J'ai dit, parce qu'un jour, peut-être, Sa Majesté Hassan II va me recevoir au Palais Royal et il faut que j'ai un français de haut niveau. Et c'est pour ça que j'ai gardé mon français, grâce à cela, parce que nous étions 40 jeunes qui sont partis du Maroc. Malheureusement, au moins 38 ont perdu leur français. Ils sont rentrés dans la masse et ils ont perdu. Et moi, j'ai gardé, et grâce à cela aussi, j'ai été délégué d'Israël pour le Sud-Ouest, pour l'éducation de 82 à 86. Dans le temps, je n'avais pas de passeport marocain, je n'avais pas de passeport français, et je ne pouvais pas entrer au Maroc parce que c'était impossible. Alors, ce que je faisais, là aussi, peut-être je vais vous faire rire, mais j'allais à l'aéroport de Blagnac à Toulouse pour essayer de voir le drapeau marocain sur les avions de la RAM. Et quand mes 15 employants ont compris le jeu, ils sont mis à rire, ils m'ont dit, c'est spécial, toi. Voilà.
Mais après, maintenant, c'est pour ça ma grande joie qu'il y ait toute ouverture et il y a des centaines et des milliers de Marocains comme moi en Israël qui peut-être ne l'expriment pas en français, mais ils ont cette volonté. J'ai été parmi ceux qui ont fait les voyages Israël-Maroc et vice-versa en passant par l'Europe avec des 7 heures d'attente dans des aéroports marocains, européens, et il fallait attendre, il fallait changer d'avion, etc., etc. Bon, au début, à l'aller, c'était bien, il y avait la joie d'aller au Maroc, alors on était prêt à attendre même 10 heures. Mais au retour, C'est très, très c'était lourd. difficile. Alors Bon, voilà justement, un peu mon parcours, il est humain, il est émotionnel, il est surtout émotionnel, voilà. voilà. Et c'est tant mieux que vous voyez au bout de tous ces efforts, 40 années d'efforts, vos efforts couronnés. Alors, au Maroc, on parle de reprise de relations diplomatiques. Israël parle, la presse israélienne parle plutôt d'une normalisation, ou peut-être que Israël aspire à une normalisation complète. Est-ce que cela se fera-t-il, à votre avis, et à quelles conditions justement cela pourrait se faire? Alors, permettez-moi d'ajouter un point important que depuis que je suis en France, maintenant une vingtaine d'années, alors j'étais au bon milieu entre les deux pays, mais je peux dire que j'ai travaillé beaucoup pour la cause nationale, le Sahara marocain. Et d'ailleurs, juste avant le Covid, je revenais de Londres où j'ai donné une conférence à ce sujet. Et donc, c'est un combat aussi pour faire rapprocher Israël et le Maroc qui s'est concrétisé dans les années 90 et j'ai pu participer à ce processus via mon association d'amitié. Et donc, voilà, j'ai toujours parlé du Sahara marocain et que ce soit clair. Maintenant, au sujet, bon, au sujet des émotions, de la reprise, etc., euh, on le voit. Ce que je peux dire pour la normalisation, vous dites, euh, alors pour une normalisation complète, je pense que nous sommes sur le bon chemin. Les relations diplomatiques vont être reprises, vont être ouvertes. Aussi, des mémorandums ont été signés. Il s'agit sur l'exemption des formalités de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, ce qui facilitera les déplacements officiels. Maintenant, au sujet du domaine des euh, du domaine des citoyens marocains, je parle du Maroc, eh ben eux, on est en pleine discussion. Je viens d'avoir il y a quelques minutes le ministère des Affaires étrangères en Israël qui me disent qu'ils sont en pleine discussion pour régler ce problème. Je connais la souffrance des Marocains qui sont venus en Israël et qui devaient avoir un visa Schengen pour pouvoir passer par l'Europe, etc. Mais là, on va casser toutes les barrières et on va aller directement sur la Méditerranée, direct Tel Aviv. Donc, je ne vois pas Schengen bien jouer un rôle ici. Justement, Maintenant, beaucoup de Marocains se posent la question, est-ce que les formalités de visa pour les Marocains envers Israël seront aussi compliquées que les formalités de visa pour les pays européens? moi, je ne crois pas. Si quelqu'un n'a pas de problème de sécurité, si, s'il est un bon citoyen marocain, je ne vois pas, c'est-à-dire un bon citoyen marocain, c'est quelqu'un qui ne présente aucune, c'est comme moi, si je vais dans un pays, moi-même, j'ai demandé des visas pour le Maroc, on m'a tout de suite donné le visa. Donc, ça doit être réciproque. Tout à fait. Donc, je ne vois pas de problème. Le problème était qu'il fallait passer par l'Europe ou par un autre pays. Moi, je connais des musulmans marocains qui étaient à Abu Dhabi. On leur demandait de venir à l'ambassade d'Israël en Turquie, au consulat du Maroc d'Israël en Turquie, pour attendre
3 mois et revenir prendre le visa pour rentrer en Israël. Donc, ça faisait toute une histoire. Donc, le fait qu'il va y avoir des ambassades, et Inch'Allah, ce sera plus facile que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà. Espérons-le. Donc, il y aura les vols directs. Et il y aura aussi l'entente sur l'innovation et le développement des ressources en eau qui va amener les deux pays à collaborer en matière de gestion. Justement, on s'arrête sur ça et on va parler du volet économique. Israël a démontré un savoir-faire incontestable dans l'agriculture. Et on parle carrément de technologie high-tech qui a fait fleurir le désert. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et est-ce que cela fait partie des accords dont le Maroc va bénéficier effectivement? On regarde bien entendu des défis que le Maroc a envers les régions de la partie du Sahara. Exactement. Donc, comme vous le dites, Israël a déjà démontré un savoir incontestable dans l'agriculture et on parle de technologie high-tech qui a fait fleurir le désert. Moi-même, j'ai habité une ville, Beersheba, qui est à 100 km de Tel Aviv, mais 100 km en Israël, c'est comme 700 km au Maroc. Et aujourd'hui, on a repoussé le désert. Et si le désert était à 70 km de Tel Aviv, aujourd'hui, il est à 120 km de Tel Aviv. Tellement on a refleuri le Negev. Le Negev, c'est le Sahara, entre guillemets, marocain. C'est tout ce qui est le sud. En tous les cas, ça fera partie des accords entre les deux pays et surtout au défi qu'a le Maroc au niveau du Sahara. Donc, Israël fait preuve de beaucoup de réussite dans ce domaine technologique de pointe. Dans le domaine de l'agriculture et l'agro-industrie, beaucoup d'entreprises et start-up israéliennes sont devenues des leaders au niveau mondial et comme ils collaborent avec d'autres pays, je crois qu'ils le feront avec joie au sujet du Maroc. Et le Maroc profitera bien de ces avancées technologiques israéliennes dans la gestion de l'eau, dans l'infrastructure de l'agriculture et de l'élevage, et aussi l'utilisation de la big data dans le domaine agricole pour améliorer son agriculture. Et comme je l'ai indiqué plus tôt, un mémorandum a été signé dans le cadre de l'entente entre les deux pays sur l'innovation et le développement des ressources en eau. Voilà. Donc on peut s'attendre. Plein de chantiers. Voilà. D'accord. Alors, l'on parle d'indemnisation que réclamerait Israël pour certains pays relativement aux biens laissés par des Juifs au moment de leur départ vers Israël. Est-ce que le Maroc est concerné et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et la question du tourisme, on parle après. C'est ça? D'accord. Bon, en tous les cas, au sujet de l'indemnisation que réclamerait Israël pour certains pays relativement aux biens laissés par des Juifs au moment de leur départ vers Israël, d'abord, on n'est pas parti en catastrophe comme l'Égypte. Par exemple, l'Égypte, les Juifs égyptiens, et c'est pour ça la différence entre le Maroc et les autres pays, les Juifs du Maroc et les autres pays, parce que les Juifs égyptiens ont été condamnés à quitter l'Égypte en 24 heures, et ils ont tout laissé, en 56. Aujourd'hui, je vois des Juifs égyptiens à Paris ou en Israël, ils ne disent pas. Ils ne disent pas qu'ils sont égyptiens. Moi, quand je suis à l'étranger, aux États-Unis ou n'importe où, on me demande d'où êtes-vous, je dis je suis marocain d'abord. Même si Israël m'a envoyé, je dis je suis marocain. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, nous avons eu le temps de régler nos problèmes, entre guillemets, vu la situation, même si on a mal vendu des affaires,
euh, c'était des affaires. Et donc, il fallait régler, mais on avait la possibilité de régler. Mes parents sont sortis avec un cadre où on pouvait mettre, je sais pas, un appartement entier. Ils sont arrivés avec en Israël, il n'y a pas de problème. Mon père est arrivé avec une voiture qu'il venait d'acheter au Maroc un an avant, Volkswagen variante avec la plaque marocaine. Donc, Parce qu'en Israël, le départ au Maroc des Juifs du Maroc n'était pas dans l'animosité comme d'autres pays. voilà. Et donc, Donc, on et n'est donc, pas les Juifs d'Irak, on n'est pas les Juifs de Syrie, on n'est pas les Juifs des autres pays. Donc, je ne vois pas pourquoi Israël viendrait s'attaquer au Maroc ou demander des indemnités. Moi, je serais contre et je dirais pourquoi. Et donc, Israël n'a rien à chercher au Maroc. Maintenant, si quelqu'un a laissé euh, un appartement et il peut prouver que cet appartement a été vendu par des gens de mauvaise foi, et on l'a entendu, des gens qui se sont appropriés des appartements qui étaient libres, eh bien, ceux-là devront payer des indemnités à ces familles. Mais je ne vois pas pourquoi l'État marocain, le Royaume du Maroc, sera obligé de payer quoi que ce soit à Israël. donc jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune requête officielle qui est faite dans ce sens et ça continue effectivement à relever Vous de savez, quelques... il y a eu pire que ça. Et les Palestiniens ont demandé des indemnités d'Israël. Et Israël n'avait jamais rien demandé des pays arabes. Et alors, il y a eu des voix en Israël qui ont dit, ah, les Palestiniens, ils nous demandent des indemnités. Alors, les pays arabes qui défendent les Palestiniens, on va leur demander des indemnités, nous aussi, pour nos juifs. Et c'est devenu une guerre politique, D'accord. Donc, politico-politique. Mais j'ai pas encore entendu ni vu un non, papier qui a été à l'encontre. ça a été repris dans la presse. Et comme vous le savez, ce genre d'informations circule très, très vite. C'est pour ça qu'on tient sur l'Express TV à vous poser la question afin d'éclairer l'opinion publique. Voilà. Vous Alors, voyez que je vous réponds pas diplomatiquement, je parfait. vous réponds direct. Moi, Parfait. je suis pour le discours direct. Vous avez parfaitement raison. Alors, le Voilà. tourisme, Je dis la vérité, on n'a rien à cacher. alors en parlant toujours de l'économie, on revient au secteur du tourisme. Ça discute entre les deux pays. Ça parle d'un éventuel déplacement de notre ministre marocaine du tourisme vers Israël. Et beaucoup de personnes se demandent, beaucoup de citoyens normaux qui n'ont pas de passeport diplomatique et qui se posent la question sur quelles seraient les conditions, qu'est-ce que ça coûterait un voyage en Israël, serait-il possible effectivement d'avoir un visa rapidement et normalement sans complication. Bon, moi-même, j'ai été pendant pas mal d'années acteur dans le tourisme Israël-Maroc, toujours en association avec des agences marocaines ou des agences israéliennes. Les choses devaient être claires et comme il faut et professionnelles. Donc, au sujet de visa, on va régler vite, vite le problème que quand vous arrivez à l'aéroport, même celui de Casablanca, il y a toujours une file à droite qui est pour les diplomates et pour des gens qui ont reçu des laissez-passer spéciaux, etc. Dans tous les pays du monde, les diplomates et ceux qui sont chargés de mission, et ça dépend des pays, en tous les cas, on les laisse passer. Donc, il n'y a aucun problème à les regarder. Par contre, au regard des citoyens, comme vous dites, normaux, on est tous normaux, même si on n'est pas un passeport diplomatique. C'est-à-dire qu'ils ne jouissent pas d'avantages Ouais, diplomatiques, j'ai justement. compris. Moi, j'ai toujours l'humour marocain sur le bout des lèvres. Vous Et êtes donc, bien marqué, hein? Vous êtes bien marqué comme Marocain. ouais, un Maghrébi. En tous les cas, au sujet des visas, il faut qu'à l'entrée d'un pays, s'il n'y a pas des accords,
Et donc, voilà, entre la France et Israël, il n'y a pas besoin de visa. Les citoyens des deux pays voyagent sans visa, sans problème. Je crois qu'au Maroc, ça va arriver petit à petit. Il y a tellement une grande fraternité et, et une joie de se retrouver. Moi, j'espère que je pourrais, avec mon association, peut-être faire pression pour qu'on lâche le visa. Je ne sais pas, mais ça dépend des autorités. Encore une fois, moi, je suis que parallèle aux diplomaties différentes. Donc, il y aura juste une procédure administrative à respecter pour l'obtention du visa. C'est tout. Alors, il y aura des visas pour étudiants, etc. Moi-même, j'ai accueilli des étudiants qui sont arrivés en Israël et qui ont fait un MBA ou plusieurs études, etc. Je les ai accueillis et ils ont eu un visa en fonction des années d'études, etc. Oui, pas de problème. Moi, j'ai été, puisque je vais déballer tous les métiers que j'ai, pendant 7 ans, j'ai été directeur délégué d'une grande école d'ingénieurs d'Israël où il y a 5500 étudiants et, et mon rêve, c'est qu'elle soit partenaire de l'école polytechnique Mohamed VI à Ben Guerir. Et ça, c'est mon rêve. J'ai plein de rêves et je réalise petit à petit. Et donc, nous avons 5500 étudiants. Et, et donc, et la plupart sont les petits-enfants ou les enfants des originaires du Maroc, mais c'est maintenant plutôt la troisième et quatrième génération. Et donc, ça fera plaisir de le faire, même si le président de l'université est originaire de Tunisie. Mais il sait qu'avec les Marocains, il y a une force en Israël. Donc, il va jouer le jeu. Eh ben, en tout cas, S'il y a entre-temps, tous les rêves sont permis. Il faut travailler et continuer effectivement à militer pour le faire. Monsieur Simon Skira, nous vous remercions et à très bientôt encore sur ce plateau.